J'étais fiché très tôt par les renseignements généraux. C'était la manifestation quand j'avais 13 ans ou 13 ans et demi, je crois. Je dis, mais enfin, Nicolas, c'est évident, c'est toi, le président. Tout s'explique par des rencontres. Ma vie n'est pas être passé de Saatchi à BBDO, à BDDP, à Tébula. Ma vie est d'être passé d'Alain Poiret à Philippe Michel, à Jean-Marie Dru. On n'avait pas conscience des staccanovistes du boulot qu'on a pu être à cette époque. Comment marchent les idées qui marchent ? Pourquoi est-ce qu'une idée qui devrait marcher ne marche pas ? Ou pourquoi est-ce qu'une idée bancale marche quand même ? Le nom de la carte à l'époque, c'était Casam Sésame. C'est pas possible, on peut pas appeler ce produit comme ça, il faut l'appeler la carte vitale. Une petite idée de nom change le point de vue, donne des lunettes différentes, change la vision que les gens ont des choses. Bienvenue dans About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Nicolas Bordas. Nicolas est ce que l'on peut appeler un titan de la communication et de la publicité. Né le 14 décembre 1960 à Clermont-Ferrand, ses conseils influencent les plus grandes entreprises. C'est notamment lui qui a soufflé le nom au petit bout de plastique vert que l'on nomme communément la carte vitale. Il est l'auteur de L'idée qui tue, une série de livres et une newsletter du même nom qui analyse et décrypte une nouvelle idée disruptive toutes les semaines. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le professionnel accompli, ses débuts, ses inspirations et ses aspirations futures. C'est parti! Bonjour Nicolas. Bonjour Homéric. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Alors c'était ma première question justement, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bah, je vais pas te dire non du coup. Parti comme on est parti. Aussi parce qu'on se connaît un peu, je crois. C'est ça. Bon bah ça y est, maintenant tout le monde le sait. Déjà, est-ce que tu peux nous donner ton état civil ? Quand est-ce que tu es né ? Où ? Donc je m'appelle Nicolas Bordas. Je suis né à Clermont-Ferrand, ce dont je suis très fier. Et d'ailleurs, dans ma bio Twitter, je mets Auvergnat. Twitter X, je mets Auvergnat. Le 14 décembre 1960. Je sais, peu de personnes parmi les gens qui nous écoutent étaient nés, mais moi j'étais né déjà à l'époque. Ouais, sans faire le calcul, on peut déjà dire que tu les fais pas. Donc tout va bien. Merci. Alors, si on l'intéresse à Nicolas, le petit Nicolas, Nicolas enfant, voilà, à quoi ressemblait ton enfance justement dans ton Auvergne ? Alors moi, je suis né sous un signe un peu spécial, c'est que je suis né un peu mort-vivant. J'étais cyanosé à la naissance. D'accord. Et je pense que ça explique, en tout cas ça m'a évité une longue psychanalyse et du temps pour y réfléchir, ça explique mon caractère assez optimiste, parce que je crois que mes parents ont mis une espèce d'intensité et d'énergie à l'idée que je vive, et que je vive normalement, qui explique peut-être mon caractère aujourd'hui. Donc j'étais étouffé à la naissance, j'étais sauvé de justesse, on a pensé que j'aurais des séquelles éventuellement graves, et finalement les séquelles sont graves, mais elles ne me gênent pas trop. Et donc je pense que ça m'a pas mal forgé. Donc je suis le 3e garçon d'une famille provinciale. Mon grand-père était gendarme, mon grand-oncle était gendarme à cheval de Crozon-Morgade, donc je suis un Auvergnat qui a aussi un peu de racines bretonnes. Ça doit expliquer pourquoi j'ai épousé une femme qui a aussi des origines bretonnes. Et du côté de ma mère, c'est plutôt les ch'tis, donc c'est des grandes familles. Donc ma mère est une Cambier, donc ça parlera aux gens du Nord, parce qu'ils ont tous eu des Cambiers dans leur classe. Les Cambiers, c'est des énormes familles dans le Nord. Et mon grand-père était médecin des corons à Lens, et était un personnage incroyable, extrêmement généreux, très bosseur. Et donc je pense que j'ai eu des bonnes ondes entre les gendarmes d'un côté et les médecins de l'autre, sans compter mes grands-mères qui, alors il y en a une que j'ai pas vraiment trop connue, parce qu'elle est morte très tôt, donc je l'ai pas connue du tout, mais ma grand-mère bretonne, je l'ai bien connue, et je crois que mon amour des crêpes remonte à ça également.
Et juste, j'en profite pour saluer moi ma belle famille lensoise. Et tu peux nous rappeler la famille en question, la grande famille, était donc pas dans la betterave Alors Cambier, les Cambier, ils sont dans tout, ils sont partout. Et en plus, c'est un Cambier qui a épousé un Le Saffre. Donc, si t'es du Nord, les Cambier et les Le Saffre, j'ai des cousins partout. J'arrive dans n'importe quelle ville du Pas-de-Calais ou même du Nord, je décide de m'appeler soit Cambier, soit Le Saffre. Et mes cousins sont un peu partout dans la rue. Donc oui, absolument. C'était plutôt une famille de médecins, en fait. Lui-même était fils de médecin. Et après, d'agriculteur avant. Ouais. Et donc, une enfance plutôt très heureuse, très joyeuse. Une enfance en Auvergne, cet autre pays du fromage, d'où mon amour pour le Cantal. Et l'Auvergne, Clermont-Ferrand, si tu ne le sais pas, c'est la ville de Blaise Pascal. Et donc, j'étais au lycée Blaise Pascal et à la prépa Blaise Pascal. Et donc, oui, j'ai vécu une enfance entre guillemets facile et heureuse et très très insouciante, faite d'amitié, de tennis, de musique et d'un peu de flipper. J'étais très bon au flipper, ce qui explique d'ailleurs que j'ai encore aujourd'hui un flipper ici. Et si tu vas voir mon flipper, tu verras que le meilleur score au flipper, ce ne sont pas mes deux enfants, c'est encore moi. Donc un petit esprit de compétition dans la famille qui se traduit jusque sur les post-it que nous posons au flipper pour mettre nos meilleurs scores. Il y a les vendredis et les samedis flipper en famille. Alors il y avait, parce que maintenant mon fils aîné est à Los Angeles, donc c'est un peu loin pour jouer au flipper. Il faudrait jouer en ligne, mais c'est moins drôle quand même. Mais oui, absolument. Il n'y a pas un passage à la maison sans une partie de baby-foot ou de flipper qui rappelle les parties de baby-foot et de flipper de mon enfance à Clermont-Ferrand, dans les bistrots proches du lycée. Avec une particularité, c'est que j'étais dans un lycée de garçons et que j'étais fiché très tôt par les renseignements généraux parce que en face du lycée Blaise Pascal, il y avait le lycée de filles qui s'appelait le lycée Jeanne d'Arc et ma première manif que j'ai organisée était pour la mixité et pour que on fusionne le lycée Blaise Pascal et le lycée Jeanne d'Arc. Alors ils ont jamais fusionné, mais par contre les classes sont devenues mixtes, donc je dirais que c'était un de mes premiers combats communicationnels réussis. Ça m'a valu la une du journal La Montagne. Bon après, je suis revenu à La Montagne plus tard parce que j'ai voulu changer le nom de la ville de Clermont-Ferrand, donc ça m'a valu également une page dans La Montagne et beaucoup de haine des Clermontois qui n'étaient pas contents que je touche au nom de leur ville. Mais à l'époque, c'était ma première photo dans La Montagne. C'était la manifestation quand j'avais 13 ans ou 13 ans et demi, je crois. En pour fait, la mixité du lycée. Parce que la mixité se vivait dans les bars, mais pas suffisamment sur les cours de l'école. Et on pourrait dire que si tu étais à aujourd'hui cet enfant de 13 ans, tu aurais pu te présenter comme député finalement. Écoute, j'aime beaucoup la politique, donc j'ai jamais imaginé me présenter comme député. Mais je pense que si j'étais né à Paris et pas à Clermont-Ferrand, j'aurais peut-être envisagé de faire Sciences Po. Alors c'est peut-être pour ça que, faute d'avoir été diplômé de Sciences Po, j'y enseigne. Mais oui, je m'intéresse énormément au sujet politique. On reviendra sur ce sujet-là de ton enseignement, de tes autres activités. Et alors, je reviens sur Nicolas, 13 ans, allez, ado. Tes passions, déjà le baby-foot Oui, et flipper à l'époque. Oui, alors en fait peu de passion affirmée pour être honnête. Donc des activités en bande, j'ai gardé encore des très bonnes relations, en particulier avec un ami d'enfance avec qui j'étais à l'école de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc ça crée quand même des liens et qui continue d'être mon meilleur ami, témoin de mon mariage, parrain d'un de mes enfants. Enfin, donc il s'est quand même passé. Ouais, c'est vraiment tout de ma vie, bien avant ma femme. Et puis une vie plutôt sympa. Et je m'attendais vraiment à rester à Clermont-Ferrand, entre autres parce que mon père avait fait l'école de commerce de Clermont-Ferrand, mon frère, un de mes deux frères venait de faire l'école de commerce de Clermont-Ferrand, donc j'étais destiné à faire moi aussi l'école de commerce de Clermont-Ferrand, jusqu'à ce que le facteur nous perturbe en amenant une nouvelle totalement inattendue, qui était que j'étais admissible à une des grandes écoles parisiennes de commerce qui s'appelle l'ESSEC, ce à quoi je ne m'attendais mais absolument pas. Et donc je n'étais pas préparé à ça. D'ailleurs, on avait même hésité à payer, c'était assez cher, c'était 400 francs je crois à l'époque, les coûts d'inscription HEC à l'ESSEC, et comme j'étais pas destiné à y aller, j'avais failli ne pas payer pour y aller, pour passer les concours. Et puis finalement, une sorte de miracle s'est produit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à quitter brutalement, en fait, presque trop brutalement pour mes parents, bon, de manière assez sympathiquement brutale pour moi, et faire ce qu'on dit quand on est au sud de la Loire, monter à Paris. Donc je suis monté, bon, c'était pas vraiment Paris, c'était Cergy-Pontoise, à la Croix-Petit, pour les gens qui connaissent Cergy-Pontoise, qui est un quartier très vivant. C'est assez drôle parce que j'ai croisé récemment Moussa Camara, qui a créé Les Déterminés et qui a passé toute sa jeunesse à la Croix-Petit. Donc nous avons des souvenirs communs
sur les lieux, sur les meilleurs lieux de la Croix-Petit à côté de l'ESSEC. Donc j'ai changé de vie vraiment à 18 ans en montant à Paris, comme on dit. Ouais, donc tu abandonnes ta famille, tu abandonnes les filles du lycée de Clermont-Ferrand et le flipper et les filles. Ouais. Et le flipper et les filles, voilà. Et pour en revenir juste sur cette étape, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi qui t'es dit tiens, allez, on va le faire, papa, maman, c'est 400 francs, ou alors est-ce que c'est ton père ou ta mère qui t'ont dit non? Non, c'est mes parents qui m'ont dit non, Nicolas, il faut quand même tenter ta chance, quoi. Et donc pourquoi pas? Mais j'étais pas très motivé et je crois même avoir rendu un peu trop vite une des épreuves en me disant de toute façon comme ça n'a aucune importance, c'est pas à peine que je passe 4 heures, et je crois que je suis parti avant la fin. Et donc j'ai eu la bonne surprise d'être pris parce que probablement le sujet dont je me souviens était un sujet que je connaissais un peu, mais c'était vraiment un coup de chance, quoi. Ouais, ils ont vu quelque chose dans ton écrit. Ouais, c'est ça. Ils ont, je sais pas quoi, mais ils ont vu quelque chose. Donc maintenant, tu fais l'ESSEC. Ouais. Tu vas jusqu'au master. Alors je fais l'ESSEC, mais je fais un ESSEC particulier parce qu'en fait, je fais l'option président du bureau des élèves. Alors, c'est pas vraiment une option qui est disponible sur le catalogue, mais c'est une option qu'on apprend assez vite. En fait, comme j'étais un provincial un peu paumé, avec d'autres provinciaux un peu paumés qui passaient leur week-end à Cergy-Pontoise, qu'on n'avait pas vraiment de vie parisienne ou de copains parisiens, on s'est mis à organiser les activités sur le campus. Et donc, en année 1, j'ai contribué à aider le bureau des élèves à organiser des choses. Et en année 2, j'ai voulu faire une liste en disant, il faut que je trouve un président pour cette liste. Je ne m'imaginais pas un instant président du bureau des élèves. Pour moi, j'avais beaucoup de respect pour le président en cours, dont je me souviens très très bien. Et donc, je cherche désespérément un président pour ma liste et j'en trouve pas. Et là, ce président, je lui rends hommage, s'appelle Philippe Le Sourd, le président qui m'a précédé du bureau des élèves, dit mais enfin Nicolas, c'est évident, c'est toi le président. Il m'aurait pas dit ça. Pour moi, c'était totalement de l'ordre de l'impossible, inaccessible. Justement, j'ai pas les codes, j'ai pas les réseaux, le petit provincial de Clermont-Ferrand, je suis pas parisien. Il faut des gens qui aient des réseaux qui sortent de l'imposteur. Ouais, exactement, qui sortent d'Henri IV ou même éventuellement du lycée du Parc à Lyon, mais pas du lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. C'est pas possible, quoi. C'était un handicap trop fort. Et puis on a fait une très belle campagne de communication, je dois dire, grâce à un ami artiste qui a fait auditeur toute sa vie, mais qui a redécouvert sa fibre artistique tardivement et qui a exposé François Lenoir, qui a exposé il y a 15 jours à Paris. D'ailleurs, je lui ai acheté 2 tableaux. Donc, comme quoi, les liens restent. Et donc, grâce à lui, on a fait une campagne qui a dominé, on était les challengers, et qui a dominé le concours des BDE. Et en l'occurrence, c'était assez drôle, la liste s'appelait SAS, Satanic Alligators, donc c'est un mélange de Gérard de Villiers et d'humour, et notre tracts était écrit à la manière du petit Nicolas de Sampé. Donc on écrivait les tracts vraiment à la manière de l'histoire, donc on a raconté l'histoire des étudiants de l'ESSEC à l'époque. Donc c'était ma première campagne gagnante, c'était la campagne du bureau des élèves. Et du coup, j'ai quand même pas beaucoup bossé à l'ESSEC parce que à l'époque, aujourd'hui, les bureaux d'élèves sont très consistants. Il y a beaucoup de gens, mais à l'époque, on était 8 pour tout faire, toutes les soirées. Donc, on passait notre temps. Moi, j'étais DJ et ramasseur de vomi le petit matin à l'ESSEC, quoi. Donc, on a gagné beaucoup d'argent. Enfin, pas nous, mais on a fait gagner à la sauce parce que grâce à des sponsors chez qui j'avais fait mon stage marketing, en particulier de 3e année, on a fait une nuit de l'ESSEC qui a été incroyable et qui, je crois, était la nuit des secs la plus profitable de l'histoire. On en parle encore, absolument. Bon, donc, moralité, si on a besoin de t'aider, on a besoin d'aide pour organiser une soirée, ça peut commencer de la soirée étudiante à l'expertise. De A à Z, je fais l'amont, les invitations et je ramasse tout le matin. Mais tu finis quand même les secs. Oui, alors je finis les secs quand même. et là, étonnamment, je ne suis pas le cours de publicité, parce que je m'y inscris pas, il devait mal tomber dans les horaires. Et puis un de mes potes me dit « Ah Nicolas, tu devrais quand même venir à notre cours en auditeur libre, parce que y a un publicitaire qui vient et il a réservé le cinéma d'à côté. » Donc c'est le cinéma tout près de l'école de l'ESSEC. Et donc, en l'occurrence, c'était Philippe Michel. On était en 1981. Donc Philippe Michel, pour celles et ceux qui le connaissent pas, ça a été le génie français de la communication, maître à penser à la fois de Jean-Marie Dru, mais aussi de Séguéla, qui était un type absolument incroyable. Et c'est l'année où il avait fait, enfin, avec ses créatifs, et d'ailleurs, un de ses créatifs, Pierre Berville, a écrit un livre sur ce sujet assez récemment, cette fameuse campagne pour Avenir qui disait « J'enlève le haut, j'enlève le bas, l'afficheur qui tient ses promesses ». Donc c'est une fille
en 4x3. Et donc, c'est une campagne qui était faite pour l'afficheur qui s'appelait Avenir. Donc, c'est un peu comme Deco, c'est un afficheur, quoi. Et pour dire qu'il changeait les panneaux tous les 3 jours. Et donc, premier 3 jours, c'est une fille en bikini, resplendissante, sur fond bleu qui dit après-demain, j'enlève le haut. Et donc, 3 jours plus tard, elle enlevait effectivement le haut. Et il est écrit après-demain, j'enlève le bas. Et 3 jours plus tard, elle enlève effectivement le bas, mais de dos. Et donc, c'est une campagne qui a fait scandale. On est en 1980 quand même, l'année de l'accession de Mitterrand au pouvoir. Aujourd'hui, on pourrait plus de toute façon. On pourrait peut-être. Faudrait varier les genres, Mais on ferait différemment, mais on pourrait encore. En tout cas, cette campagne avait mis en émoi toute la France. Il n'y avait pas Internet, mais je pense elle a buzzé dans les médias traditionnels, faute d'avoir buzzé dans les médias digitaux. Mais Philippe Michel, c'était aussi les grandes campagnes des rames. Il faut être fou pour dépenser plus, par Étienne Châtillès, qui après deviendra réalisateur. C'est les grandes campagnes de Koukaï, avec les Koukaï. Enfin, c'est vraiment le moment le plus créatif de la publicité française. Et donc moi je le vois au cinéma, dire ça a l'air sympa ce métier. Et donc j'assiste en auditeur libre à une session animée par Philippe, mais comme quoi les profs peuvent changer des vies, quoi. Donc Philippe Michel a un peu changé ma vie, même si en fait j'ai commencé dans le potage, parce que je n'ai pas du tout commencé comme publicitaire, ce que peu de gens savent, parce que je l'ai pas mis sur LinkedIn, c'est que j'ai commencé chez Nestlé comme assistant chef de produit sur les potages Magie, alors que je déteste le potage depuis tout petit. Je suis très allergique à plein de choses, je suis vraiment très allergique, j'étais asthmatique, etc. Bon, une vie un peu compliquée au départ. Et je déteste le potage, et pourtant je suis rentré là. Pourquoi? Parce que j'avais acheté un appart à Paris, que je n'avais pas les moyens de le payer, et mon seul critère était la première boîte qui me veut, qui est prêt à me payer un chèque à la fin du mois, j'accepte. Et bizarrement ou étonnamment, ce sont les Suisses qui ont été les plus rapides. Donc Nestlé, c'est comme ça que je suis rentré comme assistant chef de produit sur les potages Magie, ce dont je suis parti, enfin un poste que j'ai quitté 3 mois plus tard, parce que entre-temps la publicité dans laquelle j'avais postulé s'est enfin réveillée, et donc m'a accueilli. Et d'ailleurs, sur les conseils de ce prof qui avait invité Philippe Michel, qui s'appelait Alain Poiret, qui lui-même rejoignait une agence qui est devenue Saatchi & Saatchi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans une agence qui s'appelait Dupuis-Saatchi à l'époque, avec Mercedes Serra et Nathalie Rastoin, qui étaient des jeunes débutantes, Mercedes BETC, Nathalie Rastoin, patronne de Guilvy, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai démarré dans le métier dans les années 80. Voilà. Et là, on est en quelle année? Alors, je démarre en 82. Je fais mes 3 mois de potage, de juin 82 à septembre 82. Donc, j'étais assez jeune. J'avais 22 ans parce que j'avais passé mon bac assez jeune. J'avais fait une prépa en 1 an parce qu'à l'époque, on pouvait faire les prépas en 1 an. On n'est pas obligé de faire une prépa en 2 ans. Et je fais 3 ans d'ESSEC avec des stages à l'étranger et tout. Mais je commence à travailler à 22 ans, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui sortent des grandes écoles, ils travaillent plutôt vers 25, 26, 27. Et puis, ils voient pour partir aussi à l'étranger rapidement. Mais ils ont bien, oui, puis ils ont bien raison. Comme ton fils. Moi, je savais pas à l'époque. Oui, exactement comme mon fils. C'est lui qui a raison. Mais moi, je ne savais pas. Donc, j'étais dans une espèce de tunnel staccanoviste du boulot. Et puis, j'avais aussi un appartement à payer dans le 17e arrondissement. Tu parlais anglais à l'époque? Alors, ça, c'est assez rigolo parce que dans les trucs où j'étais vraiment très mauvais, c'est les langues. Et donc, en anglais, à l'ESSEC, j'ai eu 2. Et ma deuxième langue, c'est le russe. Je sais que c'est pas très populaire de dire ça aujourd'hui. Et pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, toujours bande de potes à Clermont-Ferrand, on voulait rester dans la même classe. Et donc, si on avait décidé de faire allemand, on aurait été répartis dans plein de classes de seconde. Et en faisant russe, on était sûr d'être dans la même classe. Donc, on est 14 personnes à avoir fait russe deuxième langue pour pouvoir rester dans la même classe. Et avoir au eu fameux 2. lycée Blaise Pascal. Et du coup, à l'ESSEC, j'ai eu 10 en russe qui valait 0. Parce que, en fait, le prof qui faisait passer l'examen avait besoin de remplir sa classe. Et donc, au lieu de mettre 0 aux gens nuls comme moi, il mettait 10 pour quand même avoir une chance qu'ils puissent rentrer. Donc, je crois que je suis rentré à l'ESSEC grâce à l'entretien de personnalité où j'ai eu une très bonne note, heureusement. Parce que pour le reste, j'étais pas très bon et pas très bon en langue. Et donc, l'anglais, je l'ai appris sur le tard. Enfin, en rentrant chez Saatchi, d'ailleurs, parce que je bossais sur des clients internationaux, IBM, tout en anglais, Procter, Reco, tout en anglais. Et je parlais pas du tout anglais. Et du coup, j'ai appris l'anglais business. Donc, en fait, je suis assez bon en anglais business, mais il faut pas me demander de traduire la carte d'un grand restaurant en anglais. J'en suis totalement incapable. Parce que j'ai pas Desperate Housewives. Donc, l'anglais proctérien, je le connais par cœur, mais l'anglais pratique en Angleterre, faut pas trop m'en demander. Donc, fake it till you make it. Ouais, exactement. Enfin, non. Donc là, on vient d'aborder déjà ta vie professionnelle. Ça y est, tu commences, t'es dans la pub, t'es dans la com.
Comment ça se passe? Tu restes combien de temps chez Dupuis-Sachi? Alors moi, j'ai fait des cycles de 6 ans. C'est-à-dire que j'ai fait 6 ans chez Sachi. Après, j'ai refait 6 ans dans ma deuxième agence CLM BBDO. Et après, je suis rentré dans l'agence où je suis toujours. Donc, je suis rentré en 94. Et j'ai à peu près changé de job en moyenne tous les 6 ans. Alors, il y a eu des exceptions, mais à peu près ça. Donc, mon premier cycle, ça a été vraiment un cycle où j'ai beaucoup appris. Dans une agence très formatrice, parce qu'elle bossait pour Procter et pour Danone en particulier. Et donc, je croyais tout ça. Honnêtement, je croyais tout savoir pour avoir franchi les étapes, chef de pub, chef de groupe, directeur de clientèle, directeur commercial, associé en 6 ans d'agence Sachi. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais rien du cœur du métier en arrivant 6 ans plus tard chez CLM BBDO, la fameuse agence de Philippe Michel dont on a parlé tout à l'heure, qui m'attirait parce que c'est l'agence la plus créative du moment et que j'avais envie de comprendre ce que c'était, et aussi parce que le fameux Alain Poiret, le prof de l'ESSEC qu'il avait invité, lui-même changeait à ce moment-là de Sachi à CLM et m'emmène dans ses bagages. Donc je suis arrivé. Il m'a emmené. Bon, et moi j'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc, ça s'est passé comment? Il t'a dit Nicolas, viens avec moi. Parce qu'il y avait déjà été, il avait quitté, il y retourne. Il dit viens avec moi. Leur enjeu, c'est vraiment un enjeu de croissance. Ils sont créativement géniaux, mais il y a un sujet commercial. T'es un bon commercial. Viens avec moi. Je suis arrivé. Je n'ai rien négocié, même mon contrat et tout. Je suis arrivé accueilli bizarrement parce que personne m'attendait. Donc, j'avais pas de bureau. Donc, je me suis dans une salle de réunion avec un post-it en disant « Je m'appelle Nicolas, venez donc me dire bonjour ». Et j'ai commencé quasiment sans client. Et puis, j'y suis resté avec grand plaisir pendant 6 ans. Jusqu'à malheureusement la mort de Philippe Michel, le décès de Philippe Michel, qui est mort brutalement en 1993. D'une crise cardiaque en revenant de courir à Spérone en Corse, et ce moment-là était pour moi un énorme traumatisme parce que j'adorais Philippe et j'adorais CLM, ton mentor. Et là du coup je me suis dans une situation où il fallait rappeler plutôt des anciens que des nouveaux. Donc j'ai rappelé Poiret qui était en train de partir, qui était un peu mon mentor, en lui disant reste et prends le job, mais du coup ça me bouchait un peu l'horizon, et je suis allé dans la famille de pensée de Philippe Michel, dont il était extrêmement proche, c'est-à-dire Jean-Marie Dru, Marie-Catherine Dupuis, les 2D de BDDP, Boulet Dru Dupuis Petit, qui était une grande success story française de la publicité, en parallèle de l'autre success story qui s'appelait RSCG. Il y a eu 2 grosses success stories dans les années 90, et je l'ai rejoint à la demande de Nathalie Rassoin, que j'avais connue chez Sachi. Donc c'est qu'une histoire de rencontre en fait, tout s'explique par des rencontres, et je l'ai rejoint pour prendre la direction générale avec Nathalie Rassoin, donc co-direction générale de BDDP Conseil, ce qui s'appelle aujourd'hui Tébula Paris. C'est la même agence dans les mêmes locaux, 162 rue de Billancourt. Attends, si je fais juste un calcul très rapide, t'es diplômé 22, hop, 82, oui. Ouais, 82. Et 94, 12 ans plus tard, je rentre comme directeur général. T'as pas 35 ans, t'as 30... en 94, j'ai 34 ans, oui, absolument. Ouais, c'est facile, je suis né en 60, donc, et encore en décembre. Donc, j'ai un petit 34 ans, exactement. Donc un petit 34 ans, directeur général. Oui, alors, il y avait eu plus rapide que moi, parce que je succédais à un garçon formidable, qui s'appelle Eric Tonkong, qui lui-même avait été, je crois, nommé directeur général de cette agence à 28 ou 30 ans. Donc c'est une agence qui faisait confiance aux jeunes, sachant que eux-mêmes étaient très très forts et très actifs, les fondateurs Boulet Dru, Dupuis et Petit. Et donc je rejoins cette agence que j'adore, sinon j'y serais pas, même si elle a beaucoup changé depuis, puisqu'on a été racheté par Omnicom, donc on est devenu beaucoup plus mondial qu'on était. À l'époque, c'était la deuxième agence française derrière Publicis, pas loin d'Avas en termes de taille au niveau des agences conseil. Alors, 3e en termes de groupe, mais 2e en termes de taille d'agence. Et puis, on est devenus plus internationaux, et puis on a fini par se faire acheter par Omnicom, qui nous a mariés avec TBWA, qui était une autre success story née en France en 70. Et donc, ce qui s'appelle TBWA aujourd'hui est le fruit du rapprochement entre BDDP, Boulet Dru Dupuis Petit, où moi j'étais, avec Jean-Marie Dru en particulier, et TBWA. Mais c'était un rapprochement à peu près d'égaux au plan mondial, mais d'inégaux au plan français. C'est-à-dire qu'au plan français, BDDP, c'était 1200 personnes, TBWA, c'était 120 personnes. Donc, il y avait une assez grande inégalité en termes de taille. Donc, globalement, culturellement, c'est beaucoup la culture BDDP qui est devenue la culture managériale de l'époque. Bon, maintenant, on comprend un peu mieux ton profil LinkedIn. Ouais, parce qu'il y a tous les différents groupes. Alors, nous ne sommes qu'en 94. Nous ne sommes pas couchés. Il reste 30 ans. Mais c'est important, c'est une belle histoire. En tout cas, c'est une belle histoire d'amour. J'imagine que c'est aussi, te connaissant maintenant un peu, c'est aussi énormément de relations humaines
Et c'est oui. que ça. Oui, c'est l'avantage. Quand tu restes longtemps et fidèle dans un groupe, tu connais tout le monde et tu résous les problèmes beaucoup plus vite. Donc c'est un peu ça aussi mon rôle aujourd'hui dans mes fonctions internationales. Il y a aussi le problem solver, le MacGyver qu'on appelle en cas de problème. Ça m'est arrivé il y a quelques années où le patron mondial m'a demandé d'aller à Toronto pour 6 mois parce qu'il y avait un enjeu de management à Toronto et il fallait le régler, ce que j'ai trouvé génial aussi. Ou plus récemment, ce que m'a demandé Guillaume Panot, le patron de la France, donner un coup de main sur l'agence TBA Corporate qui avait des changements de management, ce que je fais avec grand plaisir. Donc j'ai quelques fonctions transverses mondiales, quelques fonctions précises en France, mais j'ai aussi un côté celui qu'on appelle quand on n'a plus aucune autre solution, en espérant que ce soit des missions sympathiques et pas trop antipathiques. Et alors, dans ton parcours, moi, il y a une ligne qui m'a un peu perturbé au début, celle de Being Worldwide. Ouais, c'est un joli projet. Alors, comme quoi on réussit pas tout dans la vie, celui-là, je l'ai à moitié réussi, pour ne pas dire une grosse moitié échoué, puisque l'idée était de refaire au plan mondial ce qu'on avait bien réussi au plan français, c'est-à-dire créer une deuxième agence pour les clients conflictuels, enfin les clients qui peuvent avoir des problèmes de concurrence à cohabiter dans la même agence. D'accord. Et donc, en France, j'avais créé avec Olivier Altman et Valérie Henaf, qui sont deux personnes absolument exceptionnelles, et c'était une des plus belles aventures de ma vie, dans une logique de spin-off. Et on était tous les trois actionnaires minoritaires, mais actionnaires de la boîte. On a créé from scratch une agence qui a eu son heure de gloire dans les années 2000, qui s'appelait BDDP et Fils. Et donc après, cette agence, elle existe toujours. Elle s'appelle Les Présidents aujourd'hui. Elle fait partie du groupe BDDP. Donc elle a été. Fils c'était un clin d'œil sur. Il y a BDDP Maison Mère, et nous on était la jeune génération. Et donc on était les fils de Boulet de Rue du plus petit, qui était resté dans la Maison Mère. Donc nous on était la génération qui prenait son envol, si tu veux. Et donc cette agence marche très bien dans les années 2000. J'en confie les rênes à Olivier Altman, le créatif, parce que c'est une agence ultra créative. C'était bien que ce soit piloté par un créatif. Et c'est le moment où je prends les fonctions de vice-président puis de président du groupe TBWA en France. C'est la totalité des agences, où tu as à la fois des agences qui s'appellent TBWA, mais des agences qui ne s'appellent pas TBWA, comme Auditoire qui fait de l'événementiel ou plein d'autres. Donc j'ai eu cette fonction-là pendant 11 ans. Et donc Being, excuse-moi, fait partie du groupe TBWA. Et à l'époque, ça s'appelait pas encore Being, mais faisait partie du groupe TBWA. Et puis au moment où Guillaume Panot me succède à la présidence de la France, après qu'Arthur Sadoun soit parti chez Publicis, et il fallait remplacer Arthur, donc c'est Guillaume Panot, l'heureux élu, qui remplace Arthur Sadoun. À ce moment-là, on me confie la mission de développer mondialement un réseau second, un peu comme BDDP Fils a été un réseau second au plan français, qu'on appelle Being, et du coup, on avait des agences à Paris, en Chine, à Singapour, un peu partout, Being, mais ce projet a fait long feu parce il y a eu un changement de stratégie au moment où Omnicom a failli fusionner avec Publicis, ce qui ne s'est pas fait, mais il a été décidé qu'en cas de conflit, on allait plutôt utiliser d'autres agences d'Omnicom, comme justement BBDO, où j'avais travaillé auparavant, CLM BBDO ou BBDO, et DDB, et que donc il n'était pas stratégique de développer un réseau véritablement alternatif. Donc du coup, je suis redevenu d'abord vice-président de TBWA Europe, et puis maintenant vice-président de TBWA International. Donc adieu Being. Alors Being existe encore, hein, on peut trouver des bureaux Being dans quelques villes du monde, mais ça n'est pas un réseau mondial, c'est simplement des agences locales qui s'appellent Being. Et par le passif, pour pas changer les habitudes, pour pas faire un branding. Oui, c'est ça, elle marche très bien en s'appelant, elle aurait pu s'appeler Australie ou Bosman, elle s'appelle Being, quoi, tu vois. Mais par contre, c'est pas vraiment le réseau mondial qu'on avait imaginé de monter à l'époque. Et alors justement, ça signifie quoi être vice-président ou président d'un groupe comme TBWA ? Alors, en fait, c'est très dépendant des missions qu'on accomplit et des jobs concrets qu'on accomplit. C'est-à-dire que être directeur général d'une agence en tant que telle, que ce soit une petite agence comme l'a été BDDP Fils ou une grosse agence comme l'était BDDP Conseil devenu TBWA Paris, c'est un job de tous les jours, de management des clients et des gens, pour simplifier, hein, parce qu'une agence, c'est jamais que des clients et des gens. Il y a un peu de matériel informatique et quelques locaux, mais globalement, tu t'occupes des clients et tu t'occupes des gens. Et donc, c'est un travail qui consiste à essayer de produire le meilleur possible par rapport à des briefs qui sont faits par des clients dans les meilleures conditions possibles, avec une
une qualité créative, une qualité stratégique, une qualité créative et une qualité de résultat qui soit maximale, et ce, dans un contexte très compétitif, parce qu'en fait, on passe notre vie en compétition pour soit des missions pour certains clients qui nous challenge sur certains sujets en nous remettant en compétition, ou pour obtenir des nouveaux clients. Donc, il faut avoir l'esprit assez compétitif. Donc ça, c'est quand tu es en charge d'une agence, quand tu es directeur général, directrice générale d'une agence. Après, la présence d'un groupe, c'est un peu différent, parce que là, tu es dans une logique de gestion beaucoup plus des managers du groupe, et tu es en mode ressources beaucoup plus qu'en mode pilotage. Et donc, moi, je me suis toujours considéré comme une ressource, comme un président ressource pour aider toutes les agences à grossir, à prendre des bonnes décisions, pour arbitrer, créer le maximum de synergie. Mais j'ai toujours pensé être, ce qui est l'esprit d'Omnicom, de notre maison mère, qui est très décentralisé dans sa manière de piloter les agences et les entreprises, comme un patron qu'on appelle pour aider et pour complémenter, et pas pour faire le boulot à la place des gens, parce qu'on est quand même dans un métier d'artisanat. Les agences conseillers en communication, que ce soit de la publicité, du digital, de l'événementiel, ou de la santé, du médical, tout ce que tu veux, ça reste des petites PME. Et donc, il est super important que chacune ait sa propre ADN. Énergie, sa culture, son ADN, sa manière de fonctionner. Et donc, l'idée n'est pas d'organiser ça de manière, j'allais dire, trop militaire, je ne veux voir qu'une seule tête, mais d'être plutôt dans une logique de ressources pour pousser les possibles et rendre possible plus de choses que de vouloir contraindre. Et ce d'autant plus d'ailleurs qu'on a besoin en permanence d'étendre notre portefeuille client, et donc d'être en permanence ouvert à des possibilités, des évolutions, ou d'inventer de nouveaux métiers, parce qu'on est dans des métiers qui changent beaucoup. Et donc, il faut toujours avoir, sinon un temps d'avance, au moins éviter d'avoir un temps de retard sur les évolutions. Donc, on a connu le digital, maintenant l'intelligence artificielle, l'importance du corporate qui est monté en puissance depuis 15 ans. Donc, il faut aussi, ou bien sûr le social media. Donc, il faut aussi ne pas se laisser dépasser par, j'allais dire, une tendance de fond qui serait durable et nouvelle dans l'évolution de nos propres métiers. C'est vrai qu'en fait, tu dois faire de la veille en permanence, être à même de comprendre les différents sujets, parce que tes clients, peu importe leur poste, mais ils sont pas forcément à jour, ou ils sont pas forcément pris, eux, le temps d'aller se renseigner. Donc, tu es un peu leur tiers de confiance, tout en étant pour tes équipes une fonction support. Moi, j'aime bien. C'est ça. Tu décris bien les choses, et c'est vrai qu'il est très important d'être... les clients s'attendent à ce que tu saches des choses que tu ne sais pas forcément, donc il faut aller les chercher. Alors évidemment, tu as la chance de travailler pour plusieurs clients, donc tu peux croiser, dans le conseil de manière générale, tu apprends, tu te formes grâce à tes clients. Donc moi, j'ai la chance d'être formé par des très bons clients, et puis notre plus gros client mondial, qui est Apple, nous forme tous les jours d'une certaine manière. Donc on profite de ça, et nos autres clients, indirectement, profitent des formations qu'on peut avoir. Si je peux me permettre, toi, tu as de la chance, parce que moi, j'ai travaillé avec Apple, j'ai jamais eu le droit de les citer. Oui. Non, nous, on peut pas ne pas voir, comme on est l'agence qui a lancé, moi, j'y étais pas, mais notre agence américaine, Child a lancé le Macintosh en 1984. Quand Steve Jobs est revenu aux affaires en 97, à l'époque où Apple était moribond, parce qu'on a oublié qu'Apple était moribond, il a fait une compétition d'agence, il nous a pas donné son budget sans compétition, qui a été regagné par les équipes américaines, pilotées par Lee Clow, qui est un génie de la création américaine chez nous. Et depuis, nous sommes l'agence principale d'Apple dans le monde. Donc, alors Apple a aussi une agence interne qui fait des choses, mais beaucoup de choses. Mais globalement, tout ce que tu vois est fait soit par TBWA, l'agence s'appelle Media Arts Lab, qui est une agence dédiée à Apple pour des raisons aussi de confidentialité. Donc, ils sont dans des locaux distincts ou dans des étages distincts des autres agences. Mais donc oui, on est très très fiers de travailler pour Apple. Donc depuis Macintosh et globalement dans le monde depuis 1997. Donc on attaque notre 28e année. Fidèle. Voilà. Sur le tableau, alors vous voyez pas, mais sur la table, il y en a partout. sur YouTube. Mon Apple Watch est là. Il y a tout. Mon iPod est là, mon iPad est là, mon iMac est là, et mon iPhone est là. Dis-moi, si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu changerais? Ou pas? Non, j'ai pas trop de regrets, parce que tout ça s'est fait assez naturellement, beaucoup à base de rencontres. Donc j'ai eu l'occasion de faire un cours à Sciences Po sur ça, sur comment les rencontres changent les vies, et de l'intérêt de bien choisir les gens avec qui on bosse au fond, ou d'avoir la chance, quand on les choisit pas, de tomber sur des gens qui soient ultra formateurs. Donc moi, ça m'est arrivé. Donc entre Alain Poiret, Philippe Michel, Marie-Catherine Dupuis, Jean-Marie Dru, et puis après
après des gens plus de ma génération, Olivier Altman, Valérie Hénaf, etc. J'ai eu la chance, Nathalie Rastoin, de rencontrer plein de gens, Mercedes Serra, qui sont restés des amis, évidemment, même quand on a pu être concurrents, ce qui a été le cas, et qui ont vraiment forgé ma vie. Donc ma vie n'est pas être passé de Saatchi à BBDO, à BDDP, à Tébula. Ma vie est d'être passé d'Alain Poiret à Philippe Michel, à Jean-Marie Dru. Ouais. Donc c'est ça. Du coup, se laisser guider par les opportunités des rencontres, pour moi, ça a plutôt pas mal marché. Alors avec quand même pas mal d'optimisme de ma part, parce que j'ai un caractère fondamentalement assez optimiste, donc j'y vais, quoi. Quand je vois plus tout comme une opportunité, comme un problème, donc quand les trucs passent, je les prends. Et puis quand même, honnêtement, beaucoup de boulot. C'est-à-dire que moi, je savais pas. En plus, j'ai travaillé pour un Américain dans mon premier job je ne savais pas, qui jouait à la bourse de New York la nuit. Et donc, ces équipes dont je faisais partie restaient travailler la nuit. Donc moi, ça me semblait normal de travailler de 9h du matin à 1h du matin tous les jours de la semaine, voire le week-end, quoi. On est dans une autre époque, donc je dis pas que c'était bien. Enfin, moi, j'avais bien aimé, enfin, en vrai, mais ouais. Aujourd'hui, c'est politiquement incorrect, mais la phrase qu'on disait sur BDDP, si t'es pas venu le samedi, c'est pas la peine de revenir le dimanche. C'est vraiment une culture. Donc c'était une culture de vraiment on bosse, mais on bosse avec plaisir, en s'éclatant, et en bouffant des pizzas et des bières à 19h. Donc c'était pas, enfin non, plutôt à 22h. Mais c'était pas, on n'avait pas conscience des staccanovistes du boulot qu'on a pu être à cette époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent, et je dirais c'est tant mieux. C'est-à-dire que je pense que mes enfants qui incarnent cette génération, ou les gens que je vois avec qui je travaille tous les jours à l'agence, ont raison de fixer des barrières sur le temps qui passe au boulot par rapport à la vie personnelle. Ouais. Donc je leur en veux pas. Bon, il y a plein de sujets que j'aimerais qu'on aborde, parce que tu as parlé notamment de l'enseignement, de ce que tu fais. Ouais. Avant d'en parler, j'aimerais juste avoir t'as beaucoup reçu, tu transmets beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai envie de parler de cette partie enseignement. Comment est-ce que tu vois ton leadership aujourd'hui par rapport à tes équipes? Comment est-ce que tu le décrirais? Alors, moi, je me vis un peu comme un coach des équipes en interne et comme un conseil des clients en externe. C'est-à-dire que moi, mon métier m'intéresse parce que c'est un métier où il y a des problèmes et des solutions, quoi. Donc, il y a un petit côté médecin des idées quand même. T'es jamais appelé si tout va bien et s'il n'y a aucun problème. Médecin des idées. On t'appelle parce qu'il y a un sujet, si tu veux. Donc, il y a un enjeu. Et donc moi, c'est ça que j'aime dans ce métier. Ce que j'aime, donc moi, je suis un idéaliste, idéologue, c'est pas par hasard si j'écris un bouquin sur les idées, ce que j'aime, c'est trouver une solution à un problème qui apparaît comme inextricable, et qui se solutionne par ça. Je vais donner un exemple très concret pour que ce soit pas trop abstrait. À un moment donné, il y a fort longtemps, mais c'est un cas que tout le monde va connaître, il y avait une difficulté que la Caisse nationale d'assurance maladie avait d'imposer un produit dont personne ne voulait, qui était une petite carte en plastique avec des données personnelles. Et j'ai eu la chance d'y travailler au tout début, puisqu'ils faisaient un marché test qui était ce qu'on appelait un torture test à l'époque, c'est-à-dire pour vérifier que ça marche pas, quoi, à Boulogne, mais pas à Boulogne-Billancourt où était l'agence, mais à Boulogne-sur-Mer. Et donc, la personne avec qui je bossais à l'époque, qui aujourd'hui fait partie du groupe Tébula, Marco de la Fuente, me dit non, Nicolas, faut y aller sur ce pitch parce que l'agence qui va lancer le marché test, si on réussit, a toutes les chances d'être bien placée pour le lancement national. Donc, le lancement national d'une carte comme ça, c'est gros. Mais personne n'en voulait, les médecins n'en voulaient pas parce que c'était intrusif, il fallait qu'ils achètent une machine, ça leur prenait du temps. Encore qui les gens n'en voulaient pas, etc. Et là, le nom de la carte à l'époque, c'était Casam Sésame. Casam pour Caisse d'assurance sociale maladie, et Sésame pour Sésame ouvre-toi. Je dis à François Beauchoff, qui était mon client de la Caisse nationale d'assurance maladie, non, c'est pas possible, on peut pas appeler ce produit comme ça, il faut l'appeler la carte vitale. Et parce que du coup, en lui donnant un truc essentiel, tu vois, un statut. Donc tu vois bien comment une petite idée de nom change le point de vue, donne des lunettes différentes, change la vision que les gens ont des choses. Alors la carte vitale, c'est une histoire incroyable parce que je la raconte dans mon livre à un moment donné parce que ma belle-mère est impliquée. François Beauchoff me dit, Nicolas, oui, mais des vitales, c'est un nom qu'on peut pas prendre, il y en a partout dans les assurances, et c'est vrai, il y en a partout dans les assurances, donc on risque d'être attaqué. Est-ce que ton agence peut me faire une lettre de couverture comme quoi vous couvrez tous les risques juridiques qui seraient liés à toute attaque qui serait faite sur le nom de la carte vitale? Je dis, bah non, ça va pas le faire. Et du coup, bah tant pis, elle va s'appeler Casam Sésame, ta carte. Et puis, j'en parle à ma belle-mère,
par hasard, parce que j'étais très, très déçu, à un déjeuner de famille. Et il se trouve que ma belle-mère travaillait, elle est décédée maintenant, mais elle travaillait dans un cabinet, elle était co-directrice d'un cabinet de marque et de propriété industrielle. D'accord. Elle me dit, oh Nicolas, il n'y a aucun risque sur ton truc, je te couvre, je te fais la lettre de couverture. Et donc, c'est le cabinet de la voix de ma belle-mère qui a couvert l'agence dans laquelle j'étais, qui a couvert l'État français pour que cette carte s'appelle carte vitale. Et évidemment, personne n'a jamais attaqué la carte vitale sur les droits. Donc voilà comment, on est dans le domaine de la santé, un médecin des idées peut avoir une idée utile pour un morceau de plastique. Et centré sur l'usage. Et en parlant justement de branding, il me semble que c'est une des matières que tu enseignes à Sciences Po, c'est ça? Oui, alors à Sciences Po, j'enseigne deux choses. J'enseigne dans le master communication qui s'appelle Communication, Média, Creative Industry et Industrie créative en français. Mais comme j'enseigne en anglais, il s'appelle Creative Industry. Donc j'enseigne branding, la marque, un cours que j'ai créé avec David Jobin, qui était l'ancien patron d'Interbrand, qui ensuite a créé Royalties. Donc c'est un cours qu'on a co-créé ensemble et qui continue aujourd'hui. Donc ça fait 16 ans maintenant que je forme des gens à la marque à Sciences Po en anglais, beaucoup de gens internationaux. Et puis à Sciences Po, je dirige l'Executive Master Communication de Sciences Po, c'est-à-dire que là, je m'occupe de la maquette pédagogique et du recrutement des profs et j'enseigne également la stratégie de marque, donc là, pour des gens qui ont entre 10 ans et 15 ans de métier. Donc ça, tu fais ça, on va dire, tu fais du 8h, 18h chez TBWA, puis de 18 à 20. Non, ça prend moins de temps que ça en a l'air, parce qu'en fait, je fais un trimestre par an. Donc un trimestre, je fais ça de 8h à 10h du matin, donc les gens sont pas encore arrivés à la lance à 10h du matin dans les agences, on se couche tard. Mais ce n'est pas un mythe. On se lève pas très tôt. Non, c'est pas complètement un mythe. Bon, quand il faut se lever tôt, on se lève, mais on préfère se coucher tard plutôt que se lever tôt. Et donc je fais ça de 8h à 10h pendant 6 séances, donc ça va, assez raisonnable. Et par contre, effectivement, je passe un peu plus de temps sur la partie Executive Master, mais je pense que c'est du temps bien investi, parce que ce sont que des gens qui vont devenir demain les directeurs de la communication de grandes entreprises. Et j'ai même des jolies histoires que je peux pas raconter là, mais qui sont nées à cet endroit-là. Il va falloir qu'on se revoie. Il y a un élément que je voulais absolument pas manquer, c'est tu as écrit un livre l'idée qui tue. Hein. Tu peux nous en faire un peu la promo? Alors, merci, page de pub. Dans l'idée qui tue, c'est une réflexion qui est née de 2 livres incomplets que j'ai adorés. Un livre d'Edgar Morin qui est un peu mon maître à penser en termes de réflexion philosophique et sociologique, qui avait écrit un tome 4 dans La méthode qui s'appelle Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, et qui est un tome qui met en scène, qui part du principe que les idées sont des êtres vivants qui passent de cerveau en cerveau, donc ce qu'on appelle la noologie, la noosphère, cerveau à tiers de Chardin, mais c'est très inspirant. Et puis un autre livre qui est un livre posthume de Philippe Michel, le maître à penser dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle C'est quoi l'idée, qui a été écrit par Anne Thévenet Abitbol, qui était planeuse stratégique à l'époque chez CLM et BDO, après le décès de Philippe, quelques années après, mais qui a pris beaucoup de notes. Donc ce sont des aphorismes de Philippe Michel. Ce livre n'a pas pris une ride, il est impressionnant, je le recommande vivement. C'est quoi l'idée de Philippe Michel, vous allez être bluffé de la vision qu'il avait alors qu'on est avant Internet. Et en même temps, ces 2 bouquins étaient très inspirants, mais pour moi, il manquait une pierre pour que le sujet soit un peu plus complet, qui est comment les idées deviennent idéologie. Donc l'idée qui tue, c'est pas du tout un livre sur comment avoir des idées, ça, il y en a d'autres, je peux vous en recommander, mais c'est la question de comment marchent les idées qui marchent. Ouais. Pourquoi est-ce qu'une idée qui devrait marcher ne marche pas, ou pourquoi est-ce qu'une idée bancale marche quand même? Donc c'est comment les idées font système, comment une idée devient une idéologie, c'est comment une idée fait système. Et là, je me suis astreint à un travail qui m'a passionné par ailleurs, qui a consisté à regarder en politique, en matière religieuse, en matière culturelle, qu'est-ce qui fait, en matière économique bien sûr, et en matière sociale, qu'est-ce qui fait qu'une idée devient idéologie. Comment naissent les ismes? Parce que ce qui caractérise l'idéologie, c'est de mettre un nom en isme à la fin, que ce soit le marxisme, le catholicisme, ce que tu veux, le dadaïsme, etc. Et on pourrait parler d'un Apple-isme pour Apple, au fond. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un attachement idéologique à la marque Apple que, personnellement, j'incarne quand on voit mes devices autour de moi. Donc, j'en suis arrivé à l'idée qu'il y avait des éléments communs à la manière dont les idées deviennent idéologie, au sens dure plus d'une génération ou d'un siècle. Et ce que j'appelais les 10 commandements. Alors évidemment, j'aurais pu en faire 9 ou 11, mais j'en ai fait 10 parce que je trouvais ça intéressant d'avoir cette référence-là, pour moi qui étais enfant de cœur, puisque j'ai oublié de te dire, j'avais aussi été enfant de cœur dans ma jeunesse. Et donc, il y a 4 éléments qui sont consubstantiels de l'idée, c'est-à-dire qui sont liés à l'idée au moment de sa naissance, qui sont dans quel contexte elle arrive, la puissance subversive, est-ce qu'elle est révolutionnaire un peu beaucoup à la fois
folie, pas du tout. Par qui est-elle portée, qui est l'émetteur, et comment est-ce qu'elle entre dans le champ. Donc ça, ce sont des facteurs structurels qui arrivent une fois dans la vie d'une idée, et parfois une idée n'arrive pas au bon moment, n'arrive pas portée par la bonne personne, n'arrive pas avec un pouvoir subversif suffisant pour changer quelque chose. Donc ça, c'est les 4 facteurs sur les 10 qui sont des facteurs consubstantiels de l'idée au moment de sa naissance. Et puis il y a 6 facteurs qui sont ce que j'appelle le marketing de l'idée, c'est des facteurs sur lesquels on peut agir pour permettre à l'idée d'aller plus loin, de se structurer. C'est des curseurs, donc c'est les mots, les images, le storytelling, l'expérience, les médias, les réseaux, enfin les communautés, qui sont les dimensions complémentaires qui permettent à une idée de trouver sa pleine puissance. Et puis dans la deuxième version du livre que j'ai republié, parce que mon éditeur m'a demandé de l'actualiser, et du coup j'ai dit OK si je peux l'enrichir, donc je l'ai enrichi. Je l'ai enrichi d'un chapitre que j'aime beaucoup, qui est né d'un travail que j'ai fait depuis 12 ans d'accompagnement dirigeant sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, et donc qui s'appelle l'idée qui vous guide, et qui permet d'essayer de trouver votre ikigai, comme on dit, de trouver l'idée qui t'anime le plus. Et donc j'ai essayé d'amener une contribution sur cette réflexion que beaucoup de gens ont, mais au fond c'est quoi la grande idée de ma vie. Donc si vous voulez savoir, vous achetez l'idée qui tue et vous lisez directement le chapitre l'idée qui vous guide. Et si vous cherchez votre ikigai, il y a aussi la newsletter que moi j'adore. Voilà, alors du coup j'avais un blog qui était assez puissant mais qui a été vérolé chez OVH et que j'ai jamais réussi à sauver, donc je l'ai reconverti dans une newsletter LinkedIn. Donc j'espère que vous faites partie déjà de mes 42 000 abonnés qui la reçoivent chaque lundi, sauf les jours d'élection où ils la reçoivent le dimanche, histoire de tenter d'influencer le vote jusqu'à la dernière seconde. Mais en l'occurrence, oui, j'en suis à... J'ai tenu 52 semaines sur 52 en année 1. Je suis pas sûr de tenir 52 semaines sur 52 en année 2 parce que c'est quand même assez exigeant, puisque chaque idée de chaque semaine est liée à une actualité de la semaine, mais aussi est liée à la lecture d'un livre. Donc il faut quand même le temps d'arriver à faire les choses, et j'attaque ça, la lecture du livre le vendredi soir, écriture le samedi matin, mise en page le dimanche matin, publication le lundi. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Donc ça remplace le sport, le tennis que je ne fais plus. Je vois le temps qui file. Il y a 2 choses. J'ai 2 questions encore à te poser. Une, si tu peux y répondre en moins de 30 secondes, ça va être: comment est-ce que tu vois l'évolution du secteur de la communication et de la publicité dans les prochaines années? Ah bah voilà, une toute petite question en 30 secondes. En fait, pour moi, il y a 3 facteurs d'évolution depuis 30 ans qui sont les mêmes moteurs pour les 30 prochaines années. C'est l'internationalisation, c'est-à-dire tout doit être pensé et fait internationalement, la culture est internationale, l'action est internationale, etc. Ça va être de plus en plus vrai. C'est la digitalisation qui prend des formes diverses, Web 1, Web 2, Web 3, et maintenant, évidemment, intelligence artificielle, générative et générale à venir. Donc ça, c'est une vraie transformation des moyens. Et c'est ce que j'ai appelé la corporatisation, c'est-à-dire le fait que les enjeux corporate deviennent plus importants que les enjeux commerciaux. Autrement dit, on peut plus acheter une voiture sans parler d'environnement, on peut plus acheter un yaourt sans parler de santé, on peut plus acheter ce que tu veux sans parler de tourisme, sans parler de responsabilité. C'est-à-dire que autrefois, il y avait une distinction entre la dimension corporate des entreprises et la dimension commerciale des marques. Aujourd'hui, on est dans des marques qui doivent intégrer en fait cette valeur sociétale ajoutée. En fait. C'est complètement imbriqué. Un briquet, comme on veut. Mais en l'occurrence, c'est un phénomène de fond qui consiste pour les marques et les produits à porter la dimension environnementale, la dimension sociétale ou toute autre forme de dimension corporate. Et alors, ma dernière question avant de passer sur le Spitz Questionnaire, c'est quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans ton domaine d'activité? Alors, je dirais, apprenez des meilleurs. Moi, j'ai suivi un très bon conseil quand j'étais en stage, et je savais pas dans quelle agence postuler parce que je les connaissais pas, les agences en fait. Et plusieurs personnes m'ont dit va dans une agence anglo-saxonne, pas parce qu'elles n'étaient pas françaises, mais parce que elles étaient en avance en termes de marketing, parce que le marketing est arrivé des Américains dans les années 80 du siècle dernier. Et donc c'était un très bon conseil parce que j'ai appris mieux et plus vite auprès des meilleurs dans les agences anglo-saxonnes. Je dis pas que j'aurais pas appris dans les agences françaises, c'est pas ce que je veux dire, mais à ce moment-là, c'était là que ça se passait, quoi. Et donc, le fait d'apprendre de gens forts, qui sont pas toujours tous sympathiques, hein, je nommerai personne, mais qui sont forts, c'est quelque chose qui est très utile. Et puis après, dans mon métier à moi, qui est le conseiller en communication, c'est un métier collectif. Et donc, Philippe Michel avait une très jolie phrase qui disait « Une agence, c'est agir ensemble ». Alors, c'est faux étymologiquement, mais c'est vrai
pratiquement. Et donc, moi, je dis aux gens, si vous créez une agence, que j'ai fait avec BDDP et Fils au sein de notre agence existante, mais tout de même, c'était de l'intrapreneurship, faites-le à plusieurs. C'est un métier, et d'ailleurs, vous le voyez, les agences de gens tout seuls, elles se vendent très vite, elles disparaissent. Et les agences à 2, elles durent pas très longtemps. À 3 ou 4, ça commence à être quelque chose de beaucoup plus durable. C'est vraiment pour ça que la plupart des agences ont 4 initiales comme TBWA ou BETC. On va rentrer dans une dernière étape et après ce sera la conclusion. Là, je vais te proposer 3 choix et il faut que tu me répondes le plus rapidement possible. D'accord. C'est parti? Sans explication, juste Ouais, tu me donnes juste le mot qui te préfère. D'accord, ok. Café, thé ou chocolat chaud? Café. Livre, film, musique? Musique, parce qu'en fait, je joue du piano donc, et je travaille en musique, donc musique. Ah, mais tu lis quand même un livre par semaine pour la newsletter. Oui, mais en écoutant du piano. Ah. Matin, midi, soir? Ah, clairement le soir. Moi, je suis pas du matin, j'arrive pas à me lever, c'est l'horreur. Jusqu'à quelle heure le soir? Ah, pas d'heure. Enfin, pas d'heure. Chérie, tu viens de coucher? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. La mer, la montagne, la campagne? Alors clairement la mer, parce que origine bretonne, et puis je viens d'investir dans une maison en Bretagne avec une vue sur mer incroyable. Et puis là déjà quand on ouvre les volets, c'est dommage les rideaux à cause de la lumière on le voit pas, mais on est déjà en forêt, donc c'est extraordinaire. Alors Paris, New York, Tokyo, Shanghai? Ah, j'adore Shanghai aussi, j'adore New York. Je trouve que Paris est une ville incroyable, mais New York pour moi j'ai toujours un moment d'émotion quand j'arrive à New York. Quoi. C'est jamais la même ville, c'est une ville qui vit. Mais je suis pas sûr que j'aimerais autant que ça y vivre tout le temps, mais je suis ravi d'y aller à chaque fois. Twitter, LinkedIn, Insta? J'étais très Twitter au départ. D'ailleurs, ma practice s'appelle Live Bosses aujourd'hui. S'appelait Tweet Bosses. Donc, au départ, était spécialisé sur Twitter. X-Bosses. Donc, X-Bosses. Mais aujourd'hui, LinkedIn est surpuissant et est un outil incroyable que j'adore utiliser. Innovation, tradition, disruption. Je rappelle que disruption est un mot qui appartient à TBWA, puisque nous l'avons déposé dans tous les pays du monde dans les années 90. À l'époque, on s'appelait BDDP, et où Jean-Marie Dru a écrit le livre Disruption. Donc forcément disruption, sachant que le mot disruption, on l'a préempté dans une acception positive, parce que le mot disruption en anglais, c'est un accident. On parle d'un ouragan, ça va être une disruption, alors que l'usage qu'on en a fait nous, c'est une disruption volontariste et constructive pour une rupture qui fasse un monde meilleur. En un mot, travail d'équipe, travail solo, freelance. Travail d'équipe, ça c'est sûr. Communication, marketing, publicité. La communication, parce que les idées, pour moi, le marketing et la pub sont des sous-parties au fond d'une pratique qui est la communication, consiste à chercher la meilleure idée. Travail, famille, patrie. Famille. Donc je suis très très fier de ma famille, évidemment, et de mes enfants. Merci beaucoup, Nicolas. Il me reste 3 questions. As-tu une recommandation de lecture, de podcast, de newsletter à suivre? Alors, la newsletter, on rappelle, il y a l'idée qui se tue, mais... Alors, lecture, je vous recommande tout Edgar Morin, mais je vous recommande aussi un livre d'Olivier Amand que j'ai commenté. Donc, allez donc lire sur LinkedIn, dans ma newsletter, qui s'appelle Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, et donc qui expose l'idée que la robustesse est vraiment la solution à la viabilité du monde plus que la performance. C'est très très remuant et très 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 intéressant. Podcast, j'en ai plein. Alors, le problème, c'est qu'il y en a trop. Est-ce que c'est La Boussole des Futurs, qui est un super podcast que je vous recommande si vous vous intéressez à la prospective? Ou est-ce que c'est le podcast de ma femme, Syndrome de la tasse de thé, Anne Yannick, sur Turning Point? Je vous recommande aussi, dans la même collection Turning Point, le podcast de Estelle Haas sur comment se présenter autrement, qui va changer votre manière de vous présenter. Et puis, newsletter, je ne vais pas vous recommander une newsletter, mais plutôt un média méconnu exceptionnel qui s'appelle Le Grand Continent. Donc c'est Le Grand Continent, et c'est incroyablement méconnu alors que c'est incroyablement riche. Et donc c'est fait par l'école normale, donc les normaliens, qui publient, des chercheurs de Normal Sup qui publient des articles d'une profondeur incroyable. Génial. Ça vaut le Harvard Business Review. Je t'avoue, je suis un peu déçu. Je pensais qu'en lecture, tu allais dire pourquoi votre prochain patron sera chinois, mais c'est pas grave. Ah oui, j'y ai pensé, mais j'y ai pensé. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommandes d'inviter sur le podcast?
Alors, évidemment, j'en ai plein, donc n'hésite pas à faire appel à mon carnet d'adresses et à mes 220 000 followers sur LinkedIn. Mais non, plus sérieusement, s'il y en a un, je pense que ça serait super intéressant que tu interviewes François Tadei, qui a écrit d'ailleurs, qui a eu la gentillesse d'écrire la préface de mon livre, qui est un chercheur français, qui est un chercheur en sciences de l'apprendre, qui a créé ce qui s'appelait le CRI, qui s'appelle maintenant le Learning Planet Institute, et qui a des projets mais incroyables, très transformatifs du monde, qui a créé un concept de planétisone en disant qu'on doit arrêter d'être des citizens pour devenir des planétisons, et qui a une histoire personnelle qui mérite d'être contée. Et si l'on souhaite te contacter, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Comment est-ce que les commerciaux peuvent te démarcher? Alors, commerciaux démarchage, ça commence mal, mais par contre, LinkedIn, en vrai, je lis tous mes messages sur LinkedIn. Après, les gens qui me mettent un pied dans la porte en disant est-ce que vous préférez bonjour, je m'appelle Untel, je vends ceci, voulez-vous me voir mardi à 17h ou mercredi à 10h, je ne réponds pas. Mais par contre, des gens qui me racontent une histoire qui m'intéresse, je réponds toujours et il m'arrive régulièrement d'en voir. Ça mériterait aussi d'avoir un post oui. Pour avoir les bonnes inspirations. Un grand merci, Nicolas, de nous avoir accueillis chez toi. On est chez toi, parce que... Absolument. Alors, tiens, une dernière question. C'est télétravail mon bureau du lundi. On est télétravail certains jours, mais le lundi, je suis assez souvent en télétravail, mais moi, je suis très souvent chez les clients, donc je me déplace beaucoup. Donc, l'agence a l'impression que je vis dans ma voiture, parce que quand je ne suis pas en réunion à l'agence, je fais mes réunions Teams dans ma voiture dans Paris, et j'ai l'occasion, parce que les embouteillages sont quand même beaucoup de temps de bureau. Donc, mon premier bureau, c'est quand même ma voiture, à part l'agence, et ça, je dirais que c'est un peu mon deuxième bureau. Aujourd'hui, on est lundi, donc bienvenue chez moi. Un grand merci, et à très bientôt. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.